Luce Anne, Bonjour Jean-Philippe. très content de t'accueillir pour cette série de vidéos où on va parler de ton parcours de thérapeute, on va parler de tes pratiques et en particulier celle du neurofeedback dynamique. Dans cette première vidéo, tu vas te présenter, nous présenter ton parcours, un parcours multiple et un parcours qui commence à être quand même assez long, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Donc ça va être un petit peu difficile, un vrai exercice mental de résumer 65 ans de vie en quelques dizaines de minutes, en une dizaine de minutes. Mais effectivement, voilà, j'ai longuement réfléchi à comment me présenter et je pense que l'image de l'arbre est arrivée à moi. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, un arbre a des racines et mes racines, ce serait donc la famille dans laquelle j'ai grandi, évidemment, la famille que j'ai construite aussi avec 3 enfants et actuellement 6 petits-enfants de 2 ans à 21 ans. Donc ça fait de la joie et ça prend du temps et évidemment mes amis, hein. Le terreau de la vie, c'est quand même la vie sociale, c'est quand même les amis qui nous entourent et qui nous suivent. Donc voilà les racines. Le tronc, eh bien le tronc, ce serait 35 ans d'enseignement, 35 ans d'institutrice à l'école, à l'éducation nationale, donc 35 ans à transmettre. A déjà commencé le neurofeedback puisque on essaye de développer en chacun son plein potentiel. Voilà pour le tronc. Et puis viendraient les branches. Alors, attendez, j'ai oublié la sève. La sève, j'ai réfléchi à ce qui avait animé ma vie tout au long de son parcours. Eh bien, la sève, ce serait l'attention aux autres. Voilà, j'ai humblement trouvé que c'était un petit peu mon chemin de vie. Le facteur de croissance de cet arbre, je le définirais comme justement la préoccupation du bien-être des autres. Comment faire en sorte que les autres trouvent leur plein potentiel? Comment faire en sorte que chacun se responsabilise et s'autonomise dans sa croissance, que ce soit physique ou spirituelle. Voilà. Et puis viendraient les branches. Donc il y en a 5. Excusez-moi, je prends un peu mes notes parce que j'ai tant à dire que je vais en oublier et surtout je vais m'éparpiller. Donc il y a 5 branches que j'estime assez importantes dans ce chemin de vie. Donc la première serait l'aïkido. L'aïkido, j'y reviendrai après avec le Japon. La deuxième, la médecine traditionnelle chinoise avec la Chine. La troisième, la méditation et le bouddhisme tibétain avec le Sichuan, le Kam. La quatrième, évidemment, le Dynamical Neurofeedback Neurooptimal, dont nous parlerons plus tard. Et puis la cinquième, ce serait Solus Bien-être. Donc ça, c'est ma marque déposée. C'est mon petit-fils qui me l'a trouvé en disant « Mais Mamilus, la Solus ». Et voilà, moi, je cherchais holistiquement vôtre, etc. Donc c'est la 5e branche, le fourre-tout. Voilà. Donc, si je peux me permettre, Jean-Philippe, je commence par la première, l'aïkido. Bah, déjà, tu es la première personne que je rencontre qui se présente en prenant l'image de l'arbre. Et je trouve ça très, très pertinent parce qu'effectivement, l'être humain a des racines, euh, il a des fruits. Et puis, tu as parlé de la sève. La sève, c'est ce qui anime. La sève, c'est la sève de vie. C'est la sève qui va permettre aux bourgeons de, de s'épanouir, de grandir. J'ai directement envie de te questionner sur cette sève. Euh, Prendre soin, c'est quelque chose qui est vraiment le. Il y a des gens qui ont des âmes de thérapeutes qui sont faits pour prendre soin, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas toute ton expérience, je suis encore un genou quelque part, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des êtres qui sont sur Terre et dont la mission de vie est de prendre soin de la vie, de prendre soin justement de la croissance, des croissances psychologiques, tu vois, qui a une bienveillance, et ce dont tu as parlé, l'aïkido, si tu m'as pas parlé de karaté par exemple, ou de MMA ou de boxe, l'aïkido, c'est pour avoir pratiqué un petit peu les arts martiaux, c'est vraiment il y a une notion d'accompagnement, de se servir de l'énergie de l'autre, mais juste de contourner, il y a quelque chose qui tourne autour, tu vois, de ces 5 branches et qui est la sève. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette sève? Alors cette sève, ce serait effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attention aux autres. En fait, je pense que dès mon plus jeune âge, j'ai fortement été intéressée. Enfin, je sais pas, l'autre m'impactait toujours. J'avais toujours envie de lui faire plaisir. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance aussi, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai réfléchi à cet arbre de vie, je me suis dit qu'effectivement,
C'était cette sève qui avait coulé en moi depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, au risque parfois de m'effacer un petit peu, mais quelle importance finalement quand on prend soin de soi. Quand on prend soin des autres, en fait, on prend soin de soi. Le Dalai Lama que je suis et que j'ai rencontré, j'en parlerai après, à Strasbourg, a dit un jour que en fait, s'occuper des autres, c'était être le plus grand égoïste de la Terre, parce que quand on s'occupe des autres, eh bien, ça nous revient. Donc, quand on donne de l'amour, il nous revient 100 fois plus fort. Donc, finalement, on se sert largement au Mm. passage. Voilà, donc là, je vais revenir, si tu veux bien, sur mes petites branches. J'ai peur que ce Bien soit sûr. trop long après. Et donc, tu as commencé avec l'aïkido. Alors, l'aïkido, effectivement, je l'ai commencé en 91. Elle a aussi animé 35 ans de ma vie, puisque cet art martial m'a accompagné, enfin, on s'est accompagné. Et encore actuellement, je vais initier quelques classes de CM1 de Dourdan la semaine prochaine à cet art si difficile, mais si enrichissant. Donc, j'ai eu mon brevet fédéral, j'ai été jusqu'à mon 3e dan, je devais passer le 4e avant le Covid, et puis tout s'est arrêté. En tout cas, qu'est-ce que m'a apporté l'aïkido? Là, je reprends mes notes. En fait, comme tu l'as dit, dans l'aïkido, on ne s'affronte pas, on ne se bat pas. On redirige l'énergie de l'autre là où on a envie qu'elle aille. Donc, c'est un petit peu la même chose que le neurofeedback. Finalement, en réfléchissant, dans chacune de ces branches, j'ai retrouvé du neurooptimal. Donc, c'est ça qui m'a interpellée. Donc voilà, on redirige l'autre, on l'observe, on est à son écoute, on ressent, on ne juge pas. Et plus on pratique, et plus les techniques deviennent fluides, et on acquiert une confiance profonde dans le mouvement de la vie, une espèce de confiance dans la vie, en fait. On est dans le flow, dans cet état de zone dont parle actuellement Patrick Drouot, parce que l'état de flow, c'est un petit peu angliciste, donc c'est difficile à comprendre. En tout cas, l'aïkido, c'est un chemin de transformation, et il m'a amené en 2019 jusqu'au Japon, où je suis allée faire 15 jours de stage chez une des rares femmes qui a un dojo là-bas, parce que c'est un pays quand même un peu macho, qu'on le veuille ou non. Et ça a été vraiment la sublimation. Enfin, voilà, ça a été l'aboutissement. Chacune de mes branches a correspondu à un pays. Voilà, il a fallu que j'aille. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller à la source des choses. Et donc pour l'aïkido, eh bien, c'était le Japon en 2019. Voilà pour la première branche. La deuxième branche, eh bien, c'est la médecine traditionnelle chinoise. C'est pareil, c'est quelque chose. En 2004, j'ai eu mon 3e degré de Reiki, et ça m'a un petit peu frustrée parce que je ne savais pas nommer les organes dans le corps. Enfin, tout ça, c'est bien sûr en parallèle du tronc, hein, de l'enseignement, l'institution, institutrice. Et donc, j'ai voulu. C'est-à-dire, juste pour bien situer, donc tu as été institutrice en quoi donc en primaire, c'est ça? Institutrice. En maternelle et en primaire durant 35 ans, de 1981 jusqu'à 2015. Et en parallèle, donc le tronc, Voilà. c'est comme un arbre fruitier. Il a un petit Mhm. tronc, mais il continue à pousser. Et chaque branche se pousse à une hauteur, et puis elle s'entremêle. Et en parallèle, tu as développé des compétences, tu as exploré des pistes, Tout c'est à ça? fait. C'est-à-dire que je voulais investir dans ma retraite en me disant, je ne vais pas investir dans l'argent, je vais investir dans le savoir, dans la connaissance, parce que ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, on ne le perdra jamais. Et donc je me suis tournée d'abord vers la médecine tibétaine, parce que c'était aussi mon dada, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait une école de médecine traditionnelle chinoise jusqu'en 2007, où là, j'ai pu partir en Chine, parce que je voulais y aller. Et j'ai fait un stage de 3 semaines d'acupuncture, plus 2 semaines dans le Litang, dont je parlerai après avec la branche du bouddhisme. Et voilà, ça a été quelque chose aussi d'un beau parcours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, l'acupuncture, on n'a pas le droit de la pratiquer en France, hein, c'est l'exercice illégal de la médecine. J'en ai un peu fait les frais. Donc, c'est une connaissance que j'ai, que je mets au placard, mais voilà, dont je me sers personnellement. En tout cas, la médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Eh bien, elle m'a apporté le fait de voir le corps comme un ensemble. L'esprit et le corps sont toujours liés. Si l'esprit est malade, le mental est malade, le corps peut tomber malade, et inversement. Donc, c'est aussi un petit peu le début de Neurooptimal, qui travaille sur l'ensemble de façon holistique. On ne traite pas une maladie, on traite des symptômes, et chaque symptôme est unique, et chaque personne est unique. La maladie nous parle. Alors, il y a un petit dicton que j'aime bien, c'est d'Hippocrate, c'est la médecine soigne
et la nature guérit. Ça, tu dois connaître en tant que naturopathe. Oui. Voilà, donc on a une nature intrinsèque qui est vraiment autorégulée si on sait retrouver cette autorégulation. Voilà, ça c'est pour la branche. Ce qui m'interpelle dans ce que tu exprimes là, parce que forcément, là, je suis sous le regard neurooptimal, neurofeedback. Les mots que tu emploies, qui sont en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, on peut complètement les caler sur le neurofeedback, autorégulation. euh, Complètement, oui. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire le lien quand même avec tout ça en me disant: «Mais pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là?» Mais c'était évident, je veux dire avec toutes ces pratiques, même la naturopathie que toi-même tu pratiques, je veux dire, on est obligé d'avoir un autre regard, un regard, global, un regard sur la confiance en l'homéostasie de l'homme et encore qu'aujourd'hui on n'utilise plus le mot homéostasie parce que homéostasie, ça il y a stase dedans qui voudrait dire des blocages. En fait, on utilise plutôt l'homéodynamisme maintenant, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de passer de palier en palier avec des plateaux, de passer d'homéostasie en homéostasie. En tout cas, on est vraiment dynamique et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas me définir comme quelque chose de linéaire puisque le neurofeedback est parfaitement, non linéaire et dynamique. On est dynamique, on est des êtres dynamiques, on est en perpétuel changement et si on reste bloqué dans une situation, ben c'est là qu'il faut faire du neurofeedback, en fait. Voilà. c'est très, très, très intéressant ce que tu dis, c'est que le parcours d'un thérapeute n'est pas linéaire. Le parcours du thérapeute, c'est de cheminer. Et tout ce que tu viens d'exprimer là, moi je me rends compte, ça fait 30 ans que je suis dans la naturopathie. Aujourd'hui, le neurofeedback dynamique, c'est comme un aboutissement. Et je sais que le chemin continue, mais il y a quelque chose derrière, une nouvelle compréhension sur le fonctionnement du cerveau, la neuroplasticité, on va en parler dans les prochains épisodes, et un nouveau regard plus fin en fait du fonctionnement de l'être humain. Et ce que tu dis sur l'homéostasie, l'homéodynamique, oui, le regard s'affûte avec le temps. Et la pluralité des points de vue, quand tu parles de tes différentes branches, de ces différents points de vue, en fait, il y a une synthèse autre, un autre point de vue qui émerge. Et donc, je crois que c'est ce que tu as appelé solus bien-être, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est en fait J'ai bien résumé, hein, c'est ça. voilà, tout à fait, je te remercie. Solus Bien-être, c'est un petit peu à la fois la canopée, à la fois le nom de l'arbre et à la fois une branche. Tout est mêlé de toute façon. Rien n'est jamais vraiment distinct, hein. On évolue. Et quand tu parlais d'aboutissement, moi je dirais que le neurooptimal n'est pas un aboutissement, c'est un accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui va nous servir à rester affûtés en fait tout au long Oui, de notre vie. Alors maintenant, je continue, puisqu'après sinon ça va être trop long. Je parle de la troisième branche qui est la branche de la méditation et du bouddhisme tibétain. Alors là, je vais remettre, quand j'étais toute petite, mon père était déjà un petit peu, on pourrait appeler ça barré aujourd'hui, mais enfin je vais dire ça plus gentiment, un petit peu particulier, et il avait déjà toute la collection de Lobsang Rampa, donc dès 12 ans, j'avais lu tous les je livres, connais. Le Troisième œil, Le Mhm. secret des pyramides. Et puis en même temps, j'avais lu aussi Pearl Buck sur la Chine. Alors je pense que dans une ancienne vie, j'ai dû être par là-bas. Je me suis retrouvée de toute façon à Litang, donc voilà, on va savoir. Donc en fait, parallèlement à tout ça, j'ai pris refuge dans les années. Déjà, je suivais des enseignements bouddhistes à Paris parce que j'appréciais ça. Mon ex-mari m'avait offert le livre de tibétain de la vie et de la mort dans les années 95 qui m'avait beaucoup, beaucoup interpellée et ça a été, je crois, un déclic. Et en 2000, j'ai pris refuge dans un monastère tibétain en Dordogne. Et à partir de là, donc, j'ai complètement suivi cette voie en parallèle, toujours aux autres, hein. Donc aujourd'hui, on dirait que je suis hyperactive et Dieu merci, on ne m'a pas cataloguée comme ça plus jeune, sinon j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc en 2007, après mon voyage de 3 semaines en Chine, je suis restée toute seule. Et je suis montée dans le Kham toute seule à Litang. Je voulais absolument voir les cavaliers du vent dans les grandes steppes. Et ça a été magique. Ça a été un voyage de 15 jours inoubliable. J'en ai encore aujourd'hui des frissons quand j'y repense. D'où les tankas chez moi. D'où j'ai pu monter dans une maison tibétaine au fin fond de l'Himalaya. Il faut savoir que Litang, c'est quand même à 4000 mètres d'altitude. Tous les autres étaient en manque d'oxygène. Et moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je suis même encore montée plus haut à pied. Et j'ai rencontré des moines, enfin c'était extraordinaire, ça c'est vraiment quelque chose, waouh.
Et donc, dans ces bastions là-bas, ben, ça fait réfléchir. Hein. De toute façon, on se voit différemment. Si bien que quand je suis rentrée, eh bien, j'ai voulu mettre la méditation, évidemment, dans les classes, en place. Je l'ai fait en périscolaire. Hein. J'ai fait des ateliers de méditation avec les enfants dès tout petits. Mes collègues me disaient, qu'est-ce que c'est? C'est une secte, ce que tu fais. Je disais, attendez, attendez, dans 25 ans, on ne parlera plus que de la méditation. Je crois que je ne me suis pas beaucoup trompée, si bien qu'aujourd'hui, quand je dis à mes enfants, vous savez, dans 25 ans, on ne parlera plus que du cerveau et du neurofeedback, etc. Je pense que je ne me trompe pas trop. En tout cas, donc là-bas, je suis partie à l'ITANG, et puis j'ai quand même écrit au ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, à un moment donné, pour lui demander quand est-ce que la méditation rentrerait dans les programmes. Évidemment, il m'a répondu, hein, ceci dit, mais il m'a répondu une réponse de Normand, ni oui ni non. Et en 2016, je suis allée voir le Dalai Lama à Strasbourg. Il donnait un enseignement de 2 jours. Et j'ai eu cette chance extraordinaire. Enfin, je pense que ce sont des synchronicités. Je n'appelle pas ça des chances. J'appelle ça vraiment des synchronicités. De lui poser une question. Et ma question était, j'ai plus la vidéo, c'est dommage, c'était quand est-ce que la bienveillance rentrera dans l'éducation nationale? Et là, il m'a dit, ce sera un long chemin, mais on y arrivera parce que 10 environ seront bienveillants avec 10 autres, ce qui nous fera 100. Et puis petit à petit, cela fera comme une onde qui arrivera. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, dans les programmes, on commence à parler de bienveillance. Donc je me dis, bah, finalement, je n'étais pas si has-been que ça. Hein. Voilà, donc ça c'est la quatrième branche. En tout cas, la méditation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Bien pareil, une espèce d'appréciation du silence. J'ai aussi monté une association de méditation en 2012 jusqu'au Covid, hein, que j'animais une fois par semaine à Dourdan. Ça s'appelait AC Chiné, donc accueillir et héberger l'instant présent pour un nouvel essor de l'être. Pardon. J'ai également fait venir les moines tibétains grâce à une association bouddhiste d'Alfortville en 2015, en 2017, en 2022. Et là, ils vont revenir à la fin de l'année, en novembre, pour en fait récupérer des fonds et créer un mandala. À chaque année différent, chaque fois différent. Et puis, il y a des conférences sur la méditation. Donc, ça attire du monde. Je fais des petites choses. Je plante des petites graines, comme le colibri à mon niveau, pour que les choses se diffusent, comme dans l'eau, finalement. Voilà, donc bah, cette branche, en tout cas, de méditation m'a apporté, pareil, une confiance dans la vie, l'appréciation du silence aussi, dont je parlais tout à l'heure. Et ce silence, eh bien, on le retrouve dans neurofeedback, finalement. C'est ce silence qui permet au cerveau de s'autoréguler. Donc, toutes ces branches s'entremêlent. Voilà. Ensuite, bah, le neurooptimal, dont on parlera dans une autre capsule. Et puis, Solus Bien-être, donc c'est un petit peu le tout de tout ça. Solus Bien-être, je l'ai créé en 2015, quand j'ai pris ma retraite. J'en parlerai également plus tard hein, de ça, parce que ça a été une transformation de vie. Donc, mon petit-fils Mamilus la Solus, bien sûr, c'est tombé comme ça, c'était génial. Et Solus Bien-être, aujourd'hui, eh bien, c'est ma société dans laquelle je suis depuis 10 ans. Et donc, j'offre bien sûr du neurofeedback, j'offre de la méditation, enfin, je propose, pardon. Et en parallèle de tout ça, ben, j'ai fait d'autres formations, comme la formation de Chin et Tsang, le massage du ventre, le Kobido, massage du visage. J'ai fait l'auriculothérapie aussi, la pose des ventouses, l'arrêt du tabac, le drainage lymphatique manuel, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai ramené du Brésil récemment, parce que je suis allée dans la casa de Joao de Deus à Badiania en octobre dernier. J'ai ramené la lampe de cristal, ça c'est encore autre chose, belle réharmonisation des chakras. Voilà, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, j'ai fait aussi un petit peu d'hypnose, mais parce que j'essaye de voir l'être humain de façon holistique, c'est-à-dire quand quelqu'un vient au cabinet, je ne lui propose pas seulement du neurofeedback, je l'écoute et je le dirige vers là où je pense qu'il serait bon qu'il aille, tout simplement. Et je lui parle avec mon cœur. Je crois que c'est la plus belle communication qui soit. Est-ce que tu aurais une phrase de fin pour ce premier épisode? Alors, je pourrais citer, attendez, je ne sais plus de qui c'est de Sénèque, pardon. Cette phrase que j'aime bien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà, je pense que ça résume un petit peu. Eh bien, je te remercie.
On se retrouve très vite pour le second épisode où tu vas nous parler de ta rencontre avec le neurofeedback dynamique. Tout à fait. À À tout de bientôt. suite. À tout de suite.